voici, nous voilà dans On s'y retrouve. Ça va être une super émission puisque je suis bien entouré. Thibaut, ça va? Ça va très bien. Heureux de t'avoir avec nous. Ça fait De longtemps, je même. crois que tu n'as pas été sur le plateau en plus. Ouais, en tout cas, je suis heureux d'être là. Eh ben, on est ravis. C'est un peu compliqué, certains des fois se disent mais pourquoi? Alors il y a d'autres chroniqueurs, vous l'avez sûrement vu d'ailleurs, il y a des têtes un peu plus jeunes, mais il y a aussi des réalités de vie. Thibaut qui est sur Stras avec les réalités, les horaires de tournage, c'est pas toujours possible. Claude, tu vas bien? Oui, moi, c'est du Cameroun. Oui, mais Je viens. Tu es là. En avion, Tu en vois, jet. en avion. Jet privé, ouais, effectivement. Ouais. Et pas n'importe lequel. Hein. Le plus gros. Hein. Ouh, Le plus gros. Plaqué or. Hein. oh là là. Rien que ça. Claude, ça va? Très bien. Le plus franchement. ancien, tu te sens bien avec nous? Oui, bah, ça me fait plaisir d'avoir plein de jeunes autour de moi. Oh, c'est gentil, ça. Oui, abuse pas trop quand Merci. même. Il n'y a que ça, il y a que des vrai. jeunes. Ah, mais à ton niveau, je comprends que tu as envie de... Ah bah oui, ça me rajeunit, ça me garde jeune. Oh, écoute, Exactement. ça me fait un bien fou. Ce soir, on va avoir une super émission parce qu'on a deux raisons. On a un super thème, je pense, parce que c'est très intéressant, un thème d'actualité. Et puis aussi parce qu'on a une super invitée que j'apprécie particulièrement, qui est toujours très riche. On va parler tout à l'heure, dans un second temps, de l'addiction. On a la joie d'avoir avec nous Sophie Guillaume, qui est psychiatre et qui, je vous le rappelle, me touche beaucoup puisqu'elle a été ma psychiatre quand j'étais malade. Donc c'est une belle histoire. Ah ouais, tu savais pas? Non. Ah, Sophie a été ma psychiatre, c'est pour ça. La On ne boucle, nous dit pas tout. la boucle est bouclée, tu vois. Effectivement. Mais quand tu dis qu'elle est riche, maintenant, je suis sûr que tout le monde se dit « Ah, en plus, elle est blindée, quoi. Mais elle est psychiatre. » Ah, Ah, ça, j'ai jamais discuté c'est de vrai, ça. ça, Avec c'est elle, on lui connu. posera la question. Mais tout à l'heure. elle nous répond. Mais elle est psychiatre. Hein. C'est bien, je suis sûr qu'elle est très à l'aise là ouais, maintenant en j'en t'entendant. suis sûr, vraiment. Très bien. Eh bien, on va d'abord parler d'un premier sujet. Avant d'arriver sur le sujet de l'addiction, je voulais parler du contexte. Parce que je crois que le contexte dans lequel on est, ou plutôt j'aimerais le questionner, est-ce que c'est un contexte de société qui facilite et qui favorise les addictions? Autrement dit, est-ce que le monde dans lequel on vit nous rend-il de plus en plus accros? Voilà, c'est ouvert. Qui veut répondre? C'est oui ou c'est non, c'est ça? Non, t'es pas obligé d'être aussi binaire. C'est une émission D'accord. libre, je te rassure. Alors moi, je me suis permis de faire un petit comparatif entre le siècle dernier et ce siècle, puisque je suis à cheval entre les deux. Intéressant. C'est 50-50. Donc le siècle dernier, il y avait aussi des addictions, il y avait aussi des choses qui rendaient accro, mais le contexte était différent. Il y avait les guerres, il y avait l'après-guerre, tout ça, ça avait marqué les gens. Et aujourd'hui, il n'y a pas la guerre, mais il y a un monde hyper connecté, un monde globalisé qui amène d'autres formes, d'autres formes d'addiction ou d'accro. C'est à l'époque où on était beaucoup dans les problématiques d'alcool. Hein, c'était ça. Si on un peu plus loin encore au siècle d'avant, Même c'était la cigarette. Hein. la cigarette, l'alcool. Avant, c'était même la prostitution. C'était on allait voir les filles de joie. Aujourd'hui, c'est plutôt ça, et en plus, tout le monde connecté. On les a pas éliminés, quoi. Non, pas éliminés, mais en plus, on rajoute une dimension on est accro au niveau numérique, au niveau des possibilités. Je prends un qui est très simple, qui a migré dans les deux mondes, le véritable et le virtuel, c'est la pornographie. Plutôt, c'était de la prostitution. Après, il y a eu les films, et je me rappelle quand j'étais jeune, que j'avais la vingtaine. Il y avait les magazines. Magazines, il fallait aller dans les cinémas glauques pour voir des choses pas très bien. Aujourd'hui, c'est fini. Avant, il fallait avoir un certain âge pour pouvoir accéder à ces choses-là. Aujourd'hui, il y a plus d'âge. Donc c'est un peu ce côté où avant il y avait des restrictions sociales, il fallait bien se comporter, il y avait des restrictions physiologiques ou physiques. Là maintenant il n'y a plus de restrictions et donc du coup effectivement le monde numérique, les plateformes telles qu'elles nous ont proposées permettent de tomber accro d'un tas de choses qu'on n'imaginait même pas. Quand j'étais jeune, personne n'aurait imaginé d'être accro par exemple à des réseaux sociaux. Ça n'existait pas, c'est tout. Aujourd'hui, c'est même plus une question, c'est une réalité. Quand on regarde un peu la durée de consommation des réseaux sociaux des jeunes, c'est assez... Ouais, pas que des jeunes. Hein. Pas que des jeunes, on est Pas d'accord. que des jeunes. Hein. Mais alors, peut-être pour moi, dans l'analyse au niveau des réseaux sociaux, des médias sociaux plutôt, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais j'irai même un peu plus loin. C'est que la formation du cerveau, ou en tout cas l'impact sur le cerveau, peut vraiment dire que les réseaux sociaux ont été calibrés pour rendre accro. Hein. C'est la science de la captologie. Ils ont été calibrés pour ça et on voit aujourd'hui que le marché de l'attention nous a calibrés aujourd'hui
pour n'être plus que réceptif à des produits comme celui-là. Par exemple, la lecture d'un livre, c'est devenu extrêmement difficile. J'entendais un gars dire dernièrement, on n'a pas un problème avec l'intention, on a un problème avec l'inattention. Parce que, en fait, ou plutôt la rêverie, je vais le dire comme ça, la capacité que le cerveau, ou le besoin que le cerveau a de juste des fois s'échapper. Mais pour rentrer dans un livre, un rythme beaucoup plus lent, ou une lecture attentive, il faut des fois être capable de s'échapper et juste poser les choses. Là où aujourd'hui le cerveau, il en est même plus capable, ou en tout cas de moins en moins capable. Donc, moi j'ai l'impression que dans notre contexte, dans ce monde-là, le cerveau est même calibré beaucoup plus. Là où tu parlais de la prostitution, l'alcool, etc., et c'est toujours valable aujourd'hui, mais qui était un exutoire. Mais aujourd'hui, c'est même pas que ça. C'est-à-dire que le cerveau est encore plus que calibré pour justement des comportements addictifs faibles, hein, parce que c'est scroller, c'est des choses comme ça. Claude, qu'est-ce que tu en penses ? Oui, moi je partage ce que vous dites. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est que dans le village monde globalisé, c'est que ces symptômes, si on peut parler de symptômes, hein, je ne sais pas, se rencontrent aujourd'hui partout. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans un petit village, le jeune du Songo à 16 ans et le jeune Cambodgien, ils vivent la même addiction, en fait, au même endroit, au même moment, sur le même... c'est-à-dire ces addictions-là qui étaient, on va dire, localisées, aujourd'hui sont généralisées en l'espace d'un monde qui devient un village. Et il suffit d'avoir un accès pour être la proie à cette dépendance. Je ne sais pas, c'est toi, en revenant du Sénégal, qui disait que les jeunes là-bas aussi, chaque jeune avait un portable en main, greffé. Ouais. Même pas que les jeunes, hein, tout le monde. Et même dans les villages où il n'y a pas d'électricité. Ouais. Donc c'est ça qui est fou. Mais tous, 100%, ont un téléphone. Moi, je trouve que peut-être parce que sinon, je pense qu'on s'enferme que dans la réflexion des médias sociaux. Mais quand on parle est-ce que ce monde nous rend accro, un constat qu'on peut faire par rapport au siècle dernier, c'est que le rythme s'est intensifié. Et le côté survitaminer des activités, il faut que ça aille vite, il faut qu'on en fasse plus. Un humain qui est beaucoup plus multitâche aujourd'hui, ou en tout cas on cherche à le rendre multitâche, ça ne veut pas dire qu'il le fait bien, mais on cherche à le rendre multitâche, ce qui génère aussi, et on le constate, on a eu le Covid, on a eu tout ça, des niveaux de stress qui nous poussent à des comportements justement d'exutoire, qui sont des comportements addictifs. On peut reparler parce que là on a parlé des médias, mais on peut parler de la drogue. La consommation de drogue, elle explose. La drogue récréative, justement pour se libérer, ou la drogue pour carburer, cocaïne, etc., ça explose aussi. Donc finalement, les types d'addictions qui sont liés à cette société de surconsommation, de surproduction, de partout, c'est aussi... Moi, j'ai l'impression on calibre d'autant plus le contexte des gens pour devoir être dans des comportements d'exutoire. Ouais. En tout cas, je pense que moi, mon avis, c'est qu'effectivement, l'addiction a toujours eu lieu et a toujours existé. Et je pense que malheureusement, on en fait des substances, beaucoup une case, mais on peut être addict à tout, au sport, au travail, à tout ça. Et je pense que depuis la nuit des temps, il y a 1001 formes d'addiction, mais qu'effectivement aujourd'hui, ça s'est accéléré par l'intentionnalité, c'est-à-dire qu'effectivement la drogue rappelle quelque chose, mais les médias, le sucre. Aujourd'hui, toute la nourriture est faite pour qu'on soit addict à la nourriture. C'est-à-dire qu'il y a une intention qui vient rappeler, qui vient encourager l'addiction, amplifier et tout ça. L'addiction qui est juste personnelle, par exemple, sur les vêtements ou comme ça, c'est une chose que je dois gérer moi avec moi-même. Mais dès qu'il y a un produit ou quelque chose qui vient comme chatouiller et amplifier la chose, ben ça me rend encore plus prisonnier de mon addiction. À mon avis, l'amplification, elle est à différents degrés. Il y a une amplification, je dirais, en termes de puissance, d'impact, mais aussi une amplification en termes de massification. Je répète, avant, celui qui voulait consommer de la pornographie devait se rendre dans des endroits glauques. Aujourd'hui,
par l'accessibilité, on a une massification et aussi on massifie dans tous les tranches d'âge. Avant, il fallait un certain âge pour aller consommer de l'alcool ou de consommer une chose. Là, maintenant, c'est accessible à tout le monde. Et alors, c'est intéressant de voir le côté des alcools, enfin des produits de type chimique. Que ce soit l'alcool, le tabac, les drogues. Javel. La Javel, jamais essayé. J'aurais jamais essayé. Tu peux en parler, hein, Je savais pas. Le fentanyl, par exemple. Le fentanyl, ouais. Mais il y avait une forme de, comment je veux dire, les chiffres n'ont pas beaucoup bougé en 10 ans en termes de victimes. Je parle de victimes de décès. Hein. C'est un peu glauque ce que je veux dire, mais il y a par an environ 100 000 morts en France. 70% sont liés au tabac et 30% d'alcool. Et alors on va se dire, ouais, mais attention, il y a aussi toutes les héroïnomanes, etc. Eh bien, pardonnez-moi, comparativement à ces chiffres qui sont énormes, il n'y en a eu que 300 par an d'overdose. En France, je parle de France. Ouais. Au Suède, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un chiffre. Maintenant, comparé aux addictions numériques, quelles qu'ils soient, le jeu, tout ce que vous voulez, c'est encore peu par rapport à toute cette masse de monde qui devient addict. L'autre jour, j'étais en ville et j'étais juste assis un instant et j'ai regardé les gens, toutes tranches d'âge confondues, tout avait la tête baissée. Ils ne priaient pas, ils avaient leur téléphone. Je me suis dit, mais est-ce qu'on peut se tenir debout et Le tram, c'est et juste impressionnant. admirer un beau bâtiment, une belle fleur, un arbre dont les Quand tu les parles feuilles d'une belle changent. fleur, c'est une belle fleur. Une belle fleur, Ok. enfin ça c'est une fausse, mais non, je crois. Ok. Pas des filles, non, mais bien sûr. Non, mais c'était- enfin, je suis pasteur quand même. C'était une Tu me question. prêtes des intentions, là. mais non. Je pensais que tu Claude. parlais de Caroline. Ah bah ça c'est sûr, mais Oh celle-là, là elle est là. pour moi. Et les amis, ce que je vous propose, c'est... Tu voulais dire Une quelque question chose peut-être. Ouais. Est-ce que vous êtes... parce que je me la suis posée. Est-ce que je suis accro à quelque chose? Voilà. La musique. Sincèrement, je me suis dit, ce serait bien d'en parler, de vous dire ce en quoi je me disais, si tout le monde est addict. Je pense que tout le monde est addict, qu'on est addict d'une manière ou d'une autre. Et que juste on remplace une addiction par une autre. Ah, je suis pas... Mais ça serait Bon, intéressant d'en discuter On en avec discutera tout Sophie. à l'heure. Mais du coup, je vous posais la question. Pour moi, je pense que t'as des et justement, on va l'aborder aussi avec Oui. Sophie, mais tu as des profils qui vont être plus tendance au comportement addictif. Toi, tu pourrais parler d'une addiction? Ah, mais moi, par exemple... Tu m'en donnes une, je t'en donne une. Moi, je vous l'ai déjà dit, un truc où vraiment il faut que je fasse gaffe, c'est quand c'est de m'endormir avec le téléphone le soir. Ça, c'est... Ouais, c'est... je sais que mon cerveau, à un moment donné, n'arrive pas à décrocher. Ou peut ne pas... Moi, je travaille sur ça. Hein, je suis plus dans des bouquins en ce moment, je suis dans Le Seigneur des Anneaux. Mais pour reprendre le contrôle. Mais justement, mais je sais que je pourrais avoir une nature à ça. Tu vois, une nature à des comportements plus type addictif sur plein de trucs. Hein. Je me suis retrouvé à être passionné de jeux d'échecs en ligne et j'arrêtais pas toute la nuit ou des trucs comme ça. J'étais très nul, mais j'arrêtais pas. Ou plein de trucs en fait. Mais je sais que c'est des profils. Claude? Addict au livre. Wow. Mais c'est dingue, mais ou au magazine. Ou la lecture, que tu m'as dit, hein, tout ce qui est médias. On n'en parle pas souvent, mais c'est une addiction. Chez moi, j'accumule des livres. Je l'achète, je le mets, je dis je vais le lire. Après, sur ma table de nuit actuellement, il y a 4-5 livres ouverts. Je les empile et je les mets dans... Parce que je veux lire un chapitre par-ci. Et l'autre jour, je me suis dit, mais c'est quand que tu vas t'arrêter d'empiler des livres sur une table de chevet? C'est pas possible. C'est vrai. Et alors, quand la séquence qui m'a le plus fait rire un peu jaune, c'est quand j'ai eu mon burn-out. Et que j'ai dû être, pour quelques soirées, être interné en psychiatrie pour des raisons administratives de prévoyance, pour que j'ai droit à l'indemnité. Et pendant 3 jours, j'ai rien fait. Au 3e jour, j'ai dit, je vais voir le médecin. J'ai dit, je ne vous comprends pas. Je m'ennuie. Il dit, comment ça? Je dis, oui, je suis venu ici pour être soigné et il n'y a rien, pas de thérapie, il n'y a rien, je fais juste rien. Je fais rien, je m'ennuie. Et le monsieur en face, avec un aplomb, vous savez, il y a des aplombs comme ça, de psychiatres qui vous disent, mais je vous ai interné pour que vous appreniez à vous ennuyer. Je dis, pardon? Il dit, oui. Je dis, mais donc la sécurité sociale me paye cette nuit d'hôtel là, pour que j'apprenne à m'ennuyer. Il dit, oui. Alors il s'est excité un peu, il a dit, oui, vous, monsieur le pasteur, vous qui avez 3 métiers à la fois, vous faites une église, vous avez une radio, vous cherchez une école, vous devez apprendre à vous ennuyer. Sortez, me dit-il, sortez dans le jardin, allez voir les fleurs,
asseyez-vous devant elle, contemplez l'abeille qui va butiner la fleur. Je me suis dit, il rigole, hein. Je me suis dit, il se fout de moi. Mais il était sérieux. Il me dit, et après ça, vous allez sur le banc. Vous allez regarder le coucher de soleil sur le Osungo. Contemplez. Apprenez de nouveau à contempler. Apprenez à vous ennuyer. Et vous savez quoi? C'est le meilleur conseil qu'il peut me donner. Wow. Que j'apprenne de nouveau à me décrocher de tout ce qui me raccroche, un tas de choses, y compris mes livres. Et juste que je vive le moment présent et que je me dise, ok, j'apprécie de regarder une belle fleur, pour le coup, cette fois-ci, une vraie. J'en ai dit en chair et en os, non, mais en pétales et en tiges. Et de voir et de me dire, mais c'est incroyable, comme j'ai pu passer des années, des fois, à me dire, tiens, il n'y a plus d'arbres aux feuilles. J'avais jamais remarqué qu'il y avait des feuilles qui sont arrivées au printemps et qui sont tombées en automne. J'ai pas eu le temps de les voir entre-temps. Parce que j'avais tellement la tête pleine de choses. Et de se dire, mais des fois, et là, on est entre pasteurs, on est entre gens qui sommes dans une attitude de thérapeute, entre guillemets, spirituelle à l'égard de gens. Peut-être de leur apprendre, de nous apprendre nous-mêmes déjà, de nouveau, des fois, à se dire, je peux m'ennuyer sans que ça me fasse perdre mon temps. Je peux m'apprendre de nouveau à me calmer, à descendre dans mon âme et à prendre du temps pour apprécier le temps présent. Juste maintenant d'être avec vous, ça me fait plaisir d'être là avec vous ce soir. Merci. Oh là là. On va faire une pause sur les confessions, on a compris. Mais parce que je veux vraiment avoir du temps avec Sophie. Okay. Et à la fin, on terminera sur vos 2 notes, comme ça on les retiendra bien. J'aimerais qu'on puisse accueillir sur le plateau Sophie, s'il vous plaît. Sophie, ça va? Oui, merci. Bonjour. On est heureux de t'avoir avec nous. Réciproquement. On ne demandera pas le salaire d'une psychiatre puisque ce n'est pas le sujet de l'émission, hein, mais tu as bien compris que certains te prêtent certaines finances, mais c'est pas le but de l'émission encore une fois. Je suis ravi de t'avoir encore une fois avec nous. Pour ceux qui ne connaissent pas Sophie, je vous le rappelle, elle est psychiatre. Elle est dans un hôpital qui est plutôt, tu viens pas d'Alsace, hein, elle n'est pas dans la région, mais qui est un peu plus loin. C'est quelqu'un qui a su prendre soin de moi. Elle m'a beaucoup aidé vraiment. Et puis aujourd'hui, je trouve ça c'est une histoire extraordinaire. Aujourd'hui, on échange, on discute ensemble, on partage ensemble justement par rapport à ces réalités-là. Elle a déjà été sur l'émission On s'y retrouve. On avait fait une fois une émission sur les dérives sectaires, comment être attentif à ces types de comportements. Et ce soir, on va parler justement des addictions. Tu as entendu un peu nos propos, Sophie, je suppose? Oui. Qu'en penses-tu déjà par rapport au monde, à la réalité du monde? Et après, on va rentrer dans le fond du sujet. En tout cas, effectivement, la notion de pression qui existe dans la société, la pression de la performance, ces sociétés aussi hédonistes, hein, il faut connaître le bonheur, avoir du plaisir. C'est juste. Tout ça, ça favorise effectivement l'addiction. Alors justement, comment est-ce que tu définirais dans un premier temps ce qu'est une addiction? Qu'est-ce que c'est une addiction? Déjà, je trouve que ce serait intéressant de connaître l'étymologie, hein, parce qu'on le verra après dans la prise en charge. Donc, l'addiction, c'est être esclave de, ou appartenir à, ou même, c'est le don de son corps pour une dette non payée. Et je reviendrai après spirituellement. Je trouve que c'est très intéressant cette définition. Ok. Et en tout cas, c'est vraiment un processus qui se met en place doucement, alors pas chez n'importe qui. Il y a un scénario qui se fait en 3 étapes, c'est-à-dire tout à chacun, on peut avoir un usage simple, curieux, c'est ce qu'on appelle en anglais le liking, hein, j'aime, donc j'apprécie et j'ai un usage approprié. La deuxième étape, c'est l'usage qui devient nocif, c'est le wanting, c'est-à-dire c'est plus ce que j'aime, je le veux parce que je commence à en avoir besoin. Et la troisième étape, c'est la dépendance, c'est la notion du j'en ai besoin. J'en ai besoin parce qu'autrement, je souffre. Parce qu'on parle de plaisir, mais je pense qu'il faut aussi parler de la souffrance qu'il y a autour de l'addiction. C'est juste. Parce que c'est vraiment une perte d'autonomie.
hein, par rapport à un produit ou un comportement. Et ça entraîne aussi de la souffrance, parce qu'il y a une perte de contrôle. La personne est en manque de et a besoin de chercher à tout prix la, la satisfaction. Mhm. C'est pas aussi rose que ça, hein, la vie de quelqu'un qui subit une addiction, parce que c'est un besoin irrépressible, incontrôlable, et ça entraîne un changement de rapport avec le monde, parce que on remplit plus les obligations, hein, majeures de la vie. Ça entraîne des problèmes interpersonnels, parfois familiales, parce que trop de temps, on donne du temps à l'addiction, hein, d'où l'esclavage, la notion de perte de liberté, et puis au détriment d'autres choses. Mhm. Des fois, moi j'ai vu des jeunes qui ne vont plus à l'école parce ils dorment plus la nuit, parce qu'ils passent toute la nuit avec des jeux vidéo. Mhm. Et on parle de phobie scolaire, mais c'est plutôt un problème de dépendance. Ouais. Ou de gens qui ont des ruptures, des divorces, parce que ils passent leur temps dans les réseaux sociaux avec des heures passées au détriment de la vie familiale. Mhm. Est-ce que tout à l'heure tu nous as entendu dire, en tout cas sur le plateau, ça a été dit finalement on peut être dépendant, on peut être addict à tout. Est-ce que tu es d'accord avec ce postulat-là, puisque pendant longtemps aussi dans le milieu scientifique, on a dit par exemple que les jeux vidéo n'étaient pas une addiction, ou que les réseaux sociaux n'étaient pas une addiction, mais plutôt des problèmes de comportement, mais sans utiliser le terme addiction. Et là, je parle plutôt dans le domaine médical. Est-ce que toi, tu es d'accord avec cette affirmation? On peut être addict à tout. Addict aux livres, addict... Alors, est-ce que... Je parle vraiment du terme addiction. Hein. Oui, tu vois, quand j'ai dit ce besoin irrépressible, incontrôlable, cette souffrance quand on n'est pas, on n'a plus le produit. Je pense que il faut différencier plaisir et dépendance et addiction, souffrance. Donc c'est des étapes. Ouais. Euh, on est tous peut-être des usagers de produits, ou de certains comportements, mais on n'en est pas forcément dépendant. Il n'y a un faible pourcentage de personnes qui ont une problématique addictive. Mhm. Hein. On a peut-être un usage qui devient nocif et qui s'approche de la dépendance. On est sur la pente glissante, mais on n'est pas dedans. C'est ça. Moi, ça me choque un petit peu. Il y a un faible pourcentage d'après toi? Parce que moi, j'ai l'impression qu'au contraire, j'aurais tendance à dire il y a énormément de gens qui sont addicts à la pornographie, addicts à la cigarette, Alors, à tout ça. Plus il y a d'usagers, plus il y a de nombre de personnes qui sont dépendants. Mais en pourcentage, on va dire à peu près 10% globalement, on va dire d'usagers ont une problématique d'usage nocif ou de dépendance. Tu vois ce que je veux dire? Mais 10% de 10 millions ou de 100 millions, c'est plus que de 100 000 personnes. Donc c'est plutôt le fait que, par exemple, Internet couvre aujourd'hui, avant, il y avait quoi? Il y avait 20-30% de la population. Aujourd'hui, quasiment toute la population a Internet. Donc le nombre, la fréquence de gens dépendants augmente. Je pense que toi, tu constates, même dans les rapports que tu as avec tes patients, qu'il y a des comportements type addictifs qui sont liés justement à ces addictions. Par exemple, on parle de la pornographie chez les jeunes. On voit que il y a quand même des stats qui parlent de 90% de jeunes qui en consomment, voire plus, 95%. On a vu les stats chez les jeunes femmes qui ont augmenté. On voit des comportements destructeur dans pas mal de sujets aussi. On voit le résultat d'une surconsommation de pornographie qui peut avoir un impact sur la sexualité, sur le développement chimique du cerveau. Je pense que toi, tu constates quand même que, par exemple, ce type de comportement-là, il y a quand même de plus en plus d'addicts,
puisqu'il y a de plus en plus, comme tu le dis, de pratiques, mais il y en a quand même qui sont vraiment en augmentant et que notre société, elle pousse quand même un petit peu dans des comportements destructeurs, addictifs. Bien sûr, parce qu'on a un accès libre. Mm. Internet, finalement, c'est juste l'ouverture de plein d'addictions. Ouais. Hein, et du coup, les jeux vidéo, la porno, les achats en ligne, tout ça facilite parce qu'on n'a plus le regard de la société, d'une culpabilité. Notre voisin nous voit pas rentrer dans un bar. Enfin, pour l'alcool, on peut l'acheter, mais il ne voit pas acheter un journal. On peut cacher beaucoup plus facilement notre Ouais. problématique Ouais. addictive. Ouais. Ça, c'est sûr. Moi, en fait, je veux comprendre. En fait, tu dis 10%. C'est pour ça que j'essaie de comprendre pourquoi dans ta tête tu dis 10%, là où effectivement Ben donne le chiffre de 90% par rapport à la pornographie. C'est quoi la différence? Parce que je te parle entre des consommateurs, une consommation où tu peux facilement arrêter, t'es pas en manque, ça t'obsède pas. On va parler d'un usage entre guillemets simple. Il n'y a pas de dépendance. Ah ouais, mais La problématique de la dépendance, c'est que ça prend de l'espace psychique, ça t'obsède, et malgré que tu veuilles arrêter, tu y retournes. Tu vois, et ça correspond plutôt à des personnes plus anxieuses ou déprimées ou révoltées ou qui stressées et qui n'ont pas trouvé d'alternative. Et on dit à peu près, c'est énorme, hein, 10% d'usagers qui ont, parce qu'il y a aussi, on voit bien le poker, hein, les jeux en ligne, les jeux de hasard, les jeux d'argent, 10%. Du fait qu'il y a beaucoup d'usagers, c'est énorme, 10%. Et je pense, excuse-moi, mais je pense que Thibaut, t'es choqué parce que je pense que t'es resté sur le côté pornographie. Mais tu prends le tabac, t'en as qui commencent à fumer, mais où c'est récréatif, par exemple. Ils vont fumer, ils peuvent fumer sans dire que dès qu'il y a une pause, ils doivent aller taper leur il y en clope. a très peu des fumeurs qui, justement, peuvent arrêter n'importe quand. Même le sucre, l'obésité, l'augmentation de l'obésité. J'ai du mal à entendre 10% de la société qui est vraiment addict globalement. J'ai du mal à y croire. Tout dépend de la définition. C'est ce que j'allais dire. Et puis du produit. Tu vois, il y a des produits addictogènes. C'est vrai que le tabac est très addictogène. L'héroïne est très addictogène. Les gens qui sont confrontés à l'héroïne, ils ont un risque majeur d'y revenir. Je crois qu'il faut peut-être qu'on parle aussi que le principal producteur de drogue, c'est notre cerveau. On est d'accord. C'est justement ce que je voulais et on va pouvoir revenir dessus, mais peut-être pour bien comprendre aussi sur le mécanisme du cerveau. Moi j'ai lu, et tu me confirmes ou pas, mais qu'il y a aussi différentes catégories d'addiction. On va parler d'addiction de substances. Tu as cité l'héroïne, les substances qu'on doit prendre, mais aussi les addictions type comportementales. Et ces addictions-là sont d'autres formes d'addiction avec d'autres besoins et d'autres conséquences aussi. Oui. Oui, mais sur le fond, c'est la même problématique. Ouais. C'est que ça vient... donc le cerveau, il y a ce qu'on appelle le circuit de la récompense. On a été créé avec... il faut renforcer certaines conduites. Notamment, on prend du plaisir à manger parce que si on n'avait pas de plaisir, peut-être qu'on se passerait de manger, on mourrait. On a du plaisir dans la sexualité parce qu'il faut qu'on se reproduise quelque part, hein, en résumant par rapport à la nécessité de la survie de la population.
Donc, on a été créé pour renforcer notre cerveau a la capacité de ressentir du plaisir dans certains comportements. Et les produits ou certains comportements vont venir perturber ce circuit normal de la récompense. Il va le dérégler, l'emballer, et il va augmenter la sécrétion de la dopamine dans le cerveau. C'est essentiellement la dopamine qui crée du plaisir, qui crée cette sensation de plaisir. Et puis, il y a aussi le circuit des endorphines. La morphine, c'est pour diminuer la douleur. Notre corps a la capacité de sécréter des endorphines pour nous apaiser. Et bien, les molécules ou certains comportements vont agir dans ces circuits-là. Alors forcément, les gens qui sont en stress, qui ont un sentiment de mal-être et qui ont une souffrance interne, ben, ils vont être sensibles aux produits. Ils vont se dire la première fois, ah, bah, qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Et peut-être que dans certaines circonstances, ben, le cerveau, il a vite la mémoire de ce qui lui fait du bien. Donc, si je me sens à nouveau stressée, ben, j'aurais peut-être envie de retourner peut-être à la porno, mais finalement peut-être à la cocaïne, parce que je sais où je vais en trouver. Donc, en fonction du produit et la facilité que j'ai accès à, à trouver ce qui me fait du bien, ben, je vais rentrer dans dans ce processus addictif. Là où alors à ce moment-là, le cerveau, c'est lui qui va demander et exiger en quelque sorte sa dose de comportement ou de substance pour pouvoir aller mieux. Voilà, voilà. Et je pense que chaque personne qui a une problématique addictive doit savoir reconnaître la première fois. Qu'est-ce que j'ai cherché dans le produit? Est-ce que c'était simplement un phénomène de groupe et puis finalement, j'avais pas conscience de quelque chose, pourquoi je le consommais, mais qu'est-ce qui m'a fait du bien pour y revenir après? Mhm. Parce que ça va faire prendre conscience à la personne que la drogue a apporté soit un soulagement, euh, une légèreté face à la souffrance. Et c'est sur ça qu'on va pouvoir travailler pour remplacer, substituer à la drogue un autre comportement. Mhm. Est-ce que toi, tu fais une différence entre les addictions type comportementales? Quelles sont les différences entre les addictions type comportementales et les addictions type substance? La substance, elle va dérégler directement le cerveau en amenant une stimulation de la dopamine. Le comportement va aussi de la même façon, toi, quelque part, mais le comportement va aller agir dans le cerveau au niveau de la dopamine. Donc, finalement, il y a un produit directement qui agit dans le cerveau et le comportement, lui, va aller stimuler aussi le plaisir via la dopamine. Donc, c'est pas si éloigné que ça. En tout cas, un des éléments que moi je lisais, peut-être tu peux le confirmer ou pas, mais c'est que quelque chose de très différent au niveau du comportement, des addictions de type comportemental, c'est que une addiction de substance, la substance va toujours déclencher la dopamine. Certes, il faudra prendre des doses plus grandes, mais ça sera toujours la substance, tu vas rester dans l'héroïne, ou ensuite tu auras envie de goûter à d'autres choses, mais ta dopamine peut se développer avec ça. Là où les addictions type comportementales, que ce soit particulièrement dans les jeux vidéo ou la pornographie, puisqu'il y a une vraie addiction aussi aux jeux vidéo pour certains profils, mais elle va demander des évolutions de comportement. On voit beaucoup de gens, par exemple, dans la pornographie, qui vont commencer avec de la pornographie très simple, je dirais, un homme, une femme, pour être le plus simple possible, mais qui ensuite vont devoir basculer sur des comportements totalement différents qui ne les attiraient pas au départ, par exemple homosexuels ou complètement différentes et en plus extrêmes, et qui poussent du coup à un développement des comportements. Et c'est peut-être ce qui différencie aussi l'addiction comportementale, c'est plus juste la même substance, c'est-à-dire même si je consomme autant de vidéos, un homme, une femme, à un moment donné, ça ne fonctionnera plus, il faut que je change le comportement. En tout cas, le fait de dérégler le circuit de la récompense et
la dopamine, il va falloir dans tous les cas augmenter la stimulation. Donc l'héroïne, il va falloir augmenter la dose. La pornographie, il va falloir augmenter les sensations perçues, donc aller voir d'autres images pour provoquer le même plaisir. Et donc même des évolutions de comportement. Moi, je lisais justement des témoignages d'hommes ou de femmes qui disaient mais leur comportement et leur même plaisir ou attirance d'ordre sexuel ont évolué justement à cause de l'addiction qui les a amenés dans d'autres choses. Là où ils avaient des attirances hommes-femmes, ils ont été bloqués dedans. Oui, mais plus, mais pas plus de la même chose. C'est ça. Plus, mais plus d'autres choses. Et c'est peut-être ce qui est marqueur aussi dans les addictions type comportementales. C'est-à-dire qu'on se retrouve piégé, mais avec des évolutions en plus dedans. Moi, j'ai une question. Le problème de la pornographie, c'est souvent aussi que tu es envahi d'autres images. Hein. Oui. On t'invite à aller plus loin. Oui. Donc, il va falloir résister à la tentation d'ouvrir d'autres espaces. Hein, c'est une escalade. Moi, j'ai une question. Quel est notre besoin physique de dopamine et d'endorphine, ou je ne sais plus l'autre terme. Quel est le besoin? Est-ce que quelqu'un qui n'en aurait jamais, est-ce que ça existe? Est-ce que c'est normal? Ou est-ce que notre corps nous demande régulièrement, dans tous les cas, de produire ça? Tu es d'accord que on aime avoir du plaisir dans la vie. Oui. Hein. Et ce plaisir ressenti, c'est via la dopamine. Sauf qu'on peut l'avoir de façon plus à la fois profonde, à la fois plus modérée, un vrai bonheur. Moi, je ne pense pas que c'est des shoots. Je pense qu'on peut avoir, et j'ai beaucoup aimé le témoignage de Claude, de prendre le temps de vivre l'instant présent, d'être dans un état de contemplation de la création. Enfin, il y a toutes sortes de plaisirs qu'on peut avoir à travers le sport, à travers des loisirs qui nous procurent réellement un plaisir profond. Le problème dans l'addiction, c'est d'être confronté à un shoot de quelque chose. Hein. Et la personne qui était un petit peu en souffrance, chez nous, ça va être peut-être très désagréable si on n'est pas sensible à l'addiction. Pour la personne qui est en souffrance, ça va l'apaiser. Ça va lui donner un petit peu de légèreté. Quelqu'un qui boit, pour moi, c'est très désagréable. Pour quelqu'un qui est sensible à l'alcool, il va avoir le sentiment qu'il est plus léger, un peu extraverti, et que ça lui fait du bien. Bon, il est plus bloqué, il est plus dans l'évitement, dans le repli, mais ça lui donne de l'assurance. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui vont répondre à certains produits parce que ils se sentent nettement mieux. Alors justement, c'était ma question. Est-ce que déjà on est tous potentiellement des addicts en puissance, et est-ce que c'est que certains profils spécifiques? Tu parlais de ceux qui ont plutôt sujet aux angoisses ou à la nervosité, au stress. Mais la deuxième question derrière, c'est est-ce qu'on peut tous être addicts aux mêmes choses, ou est-ce que selon les personnes, il y a des profils addictifs qui sont différents? Donc, alors, est-ce qu'on peut tous? Moi, je pense qu'on est personne n'est à l'abri. Parce qu'on a compris que notre cerveau recherche le plaisir. Et que dans un moment peut-être plus défavorable, si on est en souffrance, on peut tous vivre au moment d'une dépression, au moment d'un deuil, au moment d'une rupture, d'avoir besoin d'un peu de bien-être. Et là, si on rencontre quelque chose, un produit ou un plaisir, type, je ne sais pas, jeu de hasard, eh bien, on peut s'accrocher à ce produit. Et puis peut-être, eh bien,
parce que on est encore dans ce moment difficile, eh bien, prendre une mauvaise habitude qui peut entraîner une addiction. Donc, parce qu'on dit, toute problématique psychique, il y a toujours un facteur biologique, un facteur psychologique, un facteur social. Donc la biologie, on n'est pas tous égaux biologiquement parce qu'il y a des personnes qui répondent plus. Hein. On ne sait pas, il y a des familles d'alcooliques. Parce qu'il semblerait qu'ils aient des récepteurs plus sensibles aux produits. Donc, il y a donc le facteur biologique. La psychologie, ben, c'est ce qu'on a parlé, ben, l'anxiété, la construction, si on a subi des traumatismes. Les gens qui sont traumatisés sont plus sensibles à consommer des produits. Et le social, ben, c'est ce que, voilà, le contexte, hein, ce qu'on est en train de... Donc, à un moment précis. Et puis, si on a vécu dans un quartier, moi, j'ai jamais été confrontée au cannabis ou à la cocaïne parce que je vivais pas dans un quartier où, en sortant de mon immeuble, j'étais confrontée à ça. Donc, on n'est pas tous confrontés et on ne va pas accrocher tous de la même façon. Je ne sais pas si j'ai répondu à peu près à... Oui, c'était juste pour aller au bout, mais est-ce qu'on est tous, je ne sais pas, quelqu'un, je vais te le dire comme ça, quelqu'un qui, est-ce que tout le monde, si toute la Terre disait, allez, on se met, on boit tous, on vide tous une bouteille de vin tous les soirs, est-ce que tout le monde sera addict ou est-ce que en fait certains, ils ont une vraie capacité ou une sensibilité addictive à telle boisson? Moi, j'ai entendu que certains, il y a des vraies différences entre le blanc ou le rouge. Mais est-ce que quelqu'un qui consomme régulièrement de la pornographie pourra dire, mais moi, en tout cas, peut se retrouver dans une circonstance de dire, moi, je suis pas calibré ou il n'est pas calibré et du jour au lendemain, il peut arrêter comme ça. Est-ce que c'est possible ou est-ce qu'on est tous sujets ou en risque face à tous les types d'addictions? Je ne sais pas si tu comprends la question que je veux exprimer. Oui, bah, déjà, il faut être confronté. Comme tu dis, on n'est pas tous confrontés à certaines situations. Hein, la pornographie, il faut quand même y aller pour y être confronté. Tout le monde ne va pas chercher la pornographie. Ouais. Donc, il faut déjà... Alors, on ne va pas confronter, on ne va pas faire une expérience de confronter tout le monde pour voir qui va répondre à l'addiction ou pas. Mais pour l'alcool, je pense que, par exemple, on y est tous confrontés. Le tabac, on y a tous été plus ou moins confrontés. Le cannabis, les jeunes y sont la plupart du temps tous confrontés. Donc, le facteur, on va dire, biologique, hein, ces récepteurs qui sont plus sensibles. Donc, un cerveau plus sensible, oui, il y a des gens plus sensibles que d'autres pour répondre à tel ou tel produit. Moi, j'ai une question. Par rapport à la dopamine, on sait mesurer un tas de choses. On sait mesurer le taux de sucre dans le sang, on sait mesurer la pression artérielle. Est-ce qu'on peut mesurer le taux de dopamine dans le corps humain? Et si oui, est-ce qu'il y a une espèce de dose moyenne qu'il faut à tout le monde pour se sentir bien, pour avoir vécu du plaisir, parce qu'on a été créé pour être des êtres de plaisir? Donc je m'interroge et est-ce qu'on sait produire la dopamine chimiquement pour peut-être en donner à certains qui pourraient en avoir besoin parce que ça leur fait du bien. Un substitut, quoi. Un substitut sans devenir un produit de consommation, enfin un produit addictif. Une question. Oui, il y a certains produits qui donnent de la dopamine, bien sûr. On peut le doser. Après, c'est vraiment personne aussi dépendante. Tu vois, il y a des gens qui ont un sentiment d'être heureux. Alors, ce serait intéressant. Est-ce qu'il y a un rapport direct avec le dosage? Je ne pense pas. Parce que c'est une sensation, c'est une perception. La notion du bonheur n'est pas la même. La définition du bonheur n'est pas la même pour une personne par rapport à une autre. C'est juste. Pour avancer, Sophie, au niveau de l'addiction, est-ce qu'il y aurait des signes
qui peuvent peut-être aider pour préparer quelqu'un, par exemple, ça peut être un proche ou même soi-même, dans les comportements qui font dire que justement, on le disait, il y a différentes étapes. Tu parlais du wanting, etc. Quels seraient les signes à identifier pour dire attention, tu es sur la pente ou je suis sur la pente glissante, justement, et de partir dans un comportement ou une addiction directement? Oui, entre l'usage simple qui devient un peu nocif et qui nous approche de l'addiction. Oui. Et c'est surtout peut-être souffrir d'être en manque. Hein, ça veut dire, tiens, si je commence, j'ai pas mon portable pendant un jour ou deux, comment je le vis? Ou comment je vis le fait que, bah, tiens, j'ai pas mon petit verre de vin tous les soirs et que pendant 2-3 soirs, je l'ai pas. Tu vois, c'est de commencer à souffrir d'être en manque et puis d'être un peu obsédé. La notion de l'obsession, tu vois, c'est envahissant. J'y pense beaucoup. Je m'éloigne de certaines activités pour revenir à cette activité-là. Mhm. J'ai de plus en plus de mal à résister, à y aller ou à prendre le produit. Mais est-ce que des proches peuvent voir ça? Est-ce que des proches peuvent alerter de tels comportements? Ça se voit, ça, ou ça se voit pas? Bah, si la personne, elle passe toutes ses soirées et puis bien après se couche de plus en plus tard par rapport à la consommation, la cyberdépendance, les réseaux sociaux, tout ça, ça peut se voir quand même assez facilement. Mm. Les achats compulsifs, s'il y a 50 paires de chaussures, C'est un compte peut-être bancaire que vide, là, hein, le sport, hein, on n'a pas parlé du sport, mais les gens qui passent des heures dans les salles de sport, ou la course à pied, forcément au point de se faire du mal, ça interroge. Hein, ça doit interroger aussi bien l'entourage que soi-même. Toi, Pourquoi ça prend autant de place dans ma vie? ouais, tu encourages, bien sûr, Pourquoi remplacer? je suppose, les proches à alerter s'ils voient le comportement avant que l'autre en soit conscient. Oui. Ok. J'aimerais qu'on puisse justement parler un peu de justement ces solutions. Comment on fait pour en sortir? Parce que tout à l'heure, tu nous parlais de doses. On parlait de substances comme la dopamine, l'endorphine, donc de substances chimiques. Si c'est le cerveau qui dit j'en ai besoin, comment je fais pour lui dire tu n'en as pas besoin ou il y a autre chose sans dire que tu dois basculer dans d'autres comportements addictifs pour remplacer, quoi, hein. Comment on fait pour en sortir pour de vrai? Et est-ce que quelqu'un qui est dans une addiction, il peut vraiment en sortir? Alors, oui, il faut en sortir. Heureusement hein, il y a des milliers de gens qui se sortent de leur addiction. Mais ça demande à la fois du courage, accepter de prendre conscience. Première étape, je pense qu'il faut pas minimiser, parce que souvent les gens qui sont atteints de troubles addictifs vont banaliser, minimiser, être dans le déni. Non, non, je suis pas dépendant. Je peux m'en sortir du jour au lendemain. Pourquoi tu continues? Et cette notion donc il faut savoir demander de l'aide. Tu vois, déjà prendre conscience de l'importance que ça a dans sa vie, que ça prend un espace psychique de plus en plus important, au détriment de choses qui étaient importantes pour moi dans ma vie. Ça, c'est le premier temps. Le deuxième temps, il va falloir se confronter au manque. Confronté au manque, c'est pas de lutte. Alors, il peut avoir de la souffrance, mais qu'est-ce qui peut remplacer le manque? Et c'est ça, apprendre donc déjà à ralentir, à gérer son stress autrement, donc dans d'autres plaisirs de la vie, de vivre plus la vie réelle, retrouver du plaisir dans la vie réelle, parce qu'il y a un réel plaisir, trouver la sensorialité. Hein. Il va falloir travailler le lien avec l'autre.
Il va falloir retrouver de l'estime de soi, de la compétence. Il va falloir vraiment retisser du lien social, parce que souvent les gens qui ont des problèmes addictifs sont isolés. Mhm. Donc, tu as quelqu'un qui, allez, il ouvre les yeux sur son addiction, il dit je veux en sortir. Allez, on a parlé beaucoup de pornographie ou d'héroïne, cocaïne. On va prendre les jeux vidéo, qui sont quand même un vrai sujet dans le contexte de la jeune génération. Le jeune, il ouvre les yeux sur son comportement destructeur et addictif, puisqu'un comportement addictif est toujours aussi destructeur. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa Play et il la jette par la fenêtre. C'est quoi il en parle effectivement, mais après, il fait quoi? Il se coupe directement? Ou est-ce qu'il faut diminuer progressivement? Comment tu conseilles les gens? En tout cas, déjà en parler, comme tu dis, de se connecter, de pouvoir avoir une personne de confiance pour aussi rendre des comptes, parce que finalement, il va nous encourager à diminuer notre consommation. Mhm. Une tierce personne, que ce soit un pasteur, que ce soit un responsable de jeunes ou un médecin ou un psychothérapeute, peu importe, quelqu'un en qui on va avoir confiance, en qui on va pouvoir parler du problème et à qui on va rendre des comptes. Et puis, oui, il va falloir prendre l'engagement de minimiser ses connexions, peut-être de faire du ménage dans son appareil, d'éliminer des applications, de certains jeux. Oui, il va falloir. Il y a un coût. Il y a un coût. Mais tu prescris pas forcément alors une coupure nette. Je te parle dans cette addiction-là. Si on parle de la pornographie, c'est convoiter, quelqu'un d'autre. Donc déjà là, sur un plan chrétien, c'est un péché. Mais jouer aux jeux vidéo, c'est pas un péché si tu joues une fois aux jeux vidéo. Mais est-ce que tu vas leur conseiller de vraiment dire, ok, couper net, ou essayer d'y aller progressivement, comme pour l'alcoolisme, ou je ne sais pas trop comment tu l'abordes. En tout cas, ça va dépendre du degré de dépendance. Toi, si la personne, de toute façon, elle n'arrive plus, parce qu'il y a une perte du contrôle. On l'a dit, perte de contrôle. Donc, si on lui dit non, non, ça va aller, vous diminuez votre temps horaire. Pour certaines personnes, ils vont y arriver parce qu'ils vont petit à petit arriver à reprendre contrôle. Mais il y a d'autres personnes, si tu les laisses avec la connexion, ils n'y arriveront pas. Mmh. Ouais. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose de radical. Donc, ça va vraiment être fonction de la personne. Par rapport à la porno, de toute façon, il faut plus être radical, il faut débrancher, hein, parce que tu alimentes cette dépendance et puis tu ne vas pas pouvoir t'en séparer. Il va falloir apprendre à gérer son émotion, son stress autrement. Retrouver le plaisir ailleurs. J'entendais que le recalibrage du cerveau, justement sur les chemins que crée la dopamine, les chemins de récompense, de raisonnement, etc., il faut à peu près 90 jours pour un cerveau pour être vraiment recalibré, ou en tout cas entrevoir la possibilité. Mais ça prend un délai quand même de 90 jours où on coupe totalement, où on sort de ce schéma-là, avec justement tous les défis qui vont être là, le manque selon l'addiction, etc. Est-ce que tu es là-dedans aussi, tu confirmes? Alors c'est pareil, ça va vraiment être en fonction de la personne. Tu vois, 90 jours. Alors on dit, pour une nouvelle habitude, c'est 6 semaines. J'aime bien la notion des 40 jours, 40 jours dans le désert. Mais il y a des dates, tu vois, il y a des temps. À 3 mois, effectivement, c'est un progrès. Mais des fois, les personnes, elles ne sont pas totalement libres. Alors, par rapport à l'alcool, on dit attention aux 6 mois, attention à la date anniversaire. À 5 ans, il y a quand même encore, il y a un cerveau qui a été tellement conditionné, qui a tellement eu des habitudes de plaisir, que quelque part, cette vulnérabilité, moi je pense qu'elle sera toujours présente.
qu'il va falloir, quoi qu'il en soit, même si on a le sentiment d'être libre, il ne va pas devoir se frotter à la dépendance, C'est ça. l'addiction. Pas marcher au bord de la falaise. C'est ça. Moi, j'ai une question par rapport à justement cette liberté ou ce chemin vers la liberté. Aujourd'hui, en France, quelqu'un est alcoolique, on saura l'orienter vers un médecin, puis après vers un centre d'alcoolologie où on lui apprendra tout de suite à s'arrêter, plus jamais un verre. Maintenant, demain, j'ai des gens addicts au tabac ou des gens addicts à l'héroïne. On les envoie où? Deuxième question, c'est du côté des addictions d'ordre comportemental ou numérique. Sincèrement, je ne sais pas quoi faire. À part dire couple à l'internet, mais est-ce qu'il y a des centres d'addictologie qui gèrent la partie? Oui, tout à fait. Ok, je savais pas. Tout à fait. Non, c'est plus des centres d'alcoolologie, c'est des centres d'addictologie, et aussi bien pour les produits que pour les comportements. Alors après, il y a des structures qui sont plus spécialisées pour certains comportements ou autres. D'accord. Y compris pour les réseaux. D'accord. Et alors là-dedans, maintenant, peut-être pour notre dimension pastorale, puisque on parle et on prêche sur un Jésus qui libère, et qui donne la vraie liberté. En complément au travail des thérapeutes, quelle serait l'action du pasteur ou du pastorat ou de l'accompagnement pastoral par rapport à ces personnes-là? Oui. Qui veulent sortir. Oui. Moi, en tant que chrétienne, je dis il faut accompagner les gens à devenir dépendants de Dieu. La meilleure dépendance, c'est celle qu'on a vis-à-vis de Dieu. Découvrir parce que souvent on a compris, c'est des gens qui ont des manques, un manque intérieur, qui sont confrontés peut-être à une certaine souffrance. Donc il faut qu'ils découvrent l'amour du Père. Quand on parle, j'aime bien le passage qui parle face à l'esprit de servitude, un esprit d'adoption. Et on est adopté par le Père, le Père qui nous aime. Et il y a aussi cette notion de la nouvelle identité en Christ. C'est-à-dire qu'on n'est plus des enfants de colère, mais des enfants d'adoption, des enfants de Dieu. Et ça, pour les gens qui ont des problématiques addictives, cette découverte d'un Père qui les aime, cette découverte que la présence de Dieu en eux va venir guérir des manques, va venir guérir de la souffrance. L'Esprit de Dieu qui vit dans la personne quand on se convertit, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et combien, je suis sûre que vous avez des milliers de témoignages de gens qui se sont approchés de l'Évangile parce qu'ils ont reçu cet amour et donc cette délivrance de ce sentiment de manque. Ce manque de plaisir, ce manque d'espérance. Et ça, c'est la problématique de la société. Et du coup, les personnes sont en quête de produits et de plaisirs factices et virtuels. La conversion, ça nous amène à vraiment rencontrer cette sensation de véritable plaisir interne. Je pense qu'on a tous vécu au moment de la conversion. Alors justement, Sophie, comment tu aides? Parce que toi, tu accompagnes aussi, ça t'arrive, comme tu sais, tu es dans une église, d'aider des croyants. Et il y a quand même des croyants qui ont des comportements addictifs aussi. Comment tu les aides et quel est pour toi le rapport à cette vérité qui en est une? C'est une déclaration, on est libre en Christ, mais ce rapport à cette liberté en Christ par rapport à une addiction. Comment tu les aides aussi à comprendre? Parce que souvent, il y a une lutte intérieure entre c'est ce que je veux croire, mais dans les faits, j'ai une addiction. Comment tu les aides à cheminer là-dedans? Et qu'est-ce que toi tu crois? Déjà, je vais user de compassion, comme Christ use de compassion envers eux. C'est-à-dire qu'il va falloir user de patience, parfois. Il y a des gens, ils viennent, ils sont délivrés. On a vu des gens, on a prié pour eux par rapport au tabac, à l'alcool.
il y a pour d'autres personnes, parce que peut-être ils sont plus vulnérables, parce que la problématique addictive est plus ancienne, parce qu'il y a des blessures non guéries, eh bien, ça va être plus compliqué. Donc, il va falloir les accompagner pour, déjà, comme on l'a dit, c'est d'apprendre à verbaliser, à prendre conscience qu'il y a cette problématique qui est là et qu'il va falloir traiter parce qu'il y a de la souffrance et puis que Dieu veut nous amener effectivement une véritable liberté. Donc moi, j'accompagne avant de les confronter à leur addiction, je vais déjà les amener auprès du Père. Donc les amener dans la liberté d'être un enfant de Dieu. Donc vraiment découvrir qui ils sont en Christ. Mhm. Hein, cette identité, moi j'aime beaucoup effectivement une nouvelle identité pour une nouvelle vie de Neil Anderson. Neil Anderson, ouais. Je travaille beaucoup sur ce livre parce que vraiment les gens quand petit à petit ils acceptent leur identité d'enfant de Dieu, la souffrance, leur quête de reconnaissance, leur mal-être s'atténue et ils se remplissent de la présence. Quand on parle de la plénitude de la présence de Dieu, ça va venir combler des manques. Mhm. Et j'aime beaucoup le passage qui dit « J'ai l'âme sevrée et tranquille comme un enfant sevré auprès de sa mère ». C'est un très beau verset. Et ça montre qu'auprès de Dieu, on peut avoir une âme sevrée. Mhm. Il y a une solution. Oui. Il y a une solution et heureusement on le voit nous aussi, je suppose vous aussi. Est-ce que Claude, Thibaut, vous aviez encore une question? Après on va se dire au revoir, mais est-ce que vous aviez encore une question, une remarque, quelque chose que vous vouliez partager? Je sais que toi tu as tiqué sur les 10%, je l'ai vu dans ton regard. C'est intéressant, j'aimerais bien, moi ça m'intéresserait de savoir aussi d'où vient la stat pour lire aussi les articles. En tout cas, je pense qu'on est dans un monde qui va pas bien et qui du coup débouche aussi sur des comportements un peu destructeurs comme cela. Moi, je me disais tout à l'heure, une des facettes, c'est que le monde cherche de l'argent par les addictions. Enfin, il y a une recherche, il y a un business qui est derrière, dans toutes les addictions. Et l'argent est une addiction. Exactement. Et donc, il y a une intention très forte de la société, des entreprises, tout ça, de rendre les gens addicts. Et donc, ça doit nous rendre extrêmement vigilants. Et que je pense que pour moi, qui ai connu des addictions, le sport a été une addiction chez moi, la pornographie, la nourriture est chez moi aussi quelque chose desquels je dois être très vigilant. Je dois prendre garde et être très très vigilant, et je ne peux que encourager tout le monde à être extrêmement vigilant et à parler et à veiller, parce qu'effectivement on peut tellement vite tomber. Être dans la transparence. Ouais, exactement. Être dans la transparence. Alors, moi, j'ai bien entendu votre diagnostic, qui est un diagnostic de médecin, hein, de médecin. Et mais c'est-à-dire, je faisais le parallèle avec ce que la Bible dit quand elle parle des plaisirs et les désirs de la chair. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a parlé d'addiction, mais si je devais le retranscrire dans la Bible, au-delà de tout ce dont on a discuté, qui me semble, qui est intéressant, mais si je devais trouver un synonyme ou un parallèle, ce serait ce dont la Bible nous dit quand on dit les plaisirs et les désirs de la chair qui sont entrés en nous, en fait, et qui ne sont pas liés, et qui existaient déjà dès la fondation du monde. Je vois le fruit, Ève vit que le fruit était bon à manger. Donc, au-delà de toute la compréhension sociopathologique, il faut rajouter un deuxième terme après socio, que l'on peut dire, il faut réaliser que, oui, en nous combattons. En nous, vous avez parlé beaucoup de cerveau, mais au-delà du cerveau, nous combattons en nous la chair qui a des désirs contraires à ceux de l'esprit. C'est comme ça que la Bible explique. Et que ces désirs-là, nous les avons tous. Nous sommes attirés par notre propre convoitise. Nous sommes séduits. La Bible nous parle de séduction.
par notre propre convoitise qui est en nous. Et ce combat entre ce que je veux, que je ne veux pas, ce que je veux faire, que j'arrive pas à faire, ce que j'aime, tout est là finalement. Je suis pas sûr que ce soit toujours lié à une carence. Je suis certain que c'est lié à notre humanité. À notre humanité, à notre condition humaine. Alors d'autres, de par leur histoire, ont une vulnérabilité, bien sûr, ont une sensibilité plus propre à, vous avez parlé de l'alcoolisme ou des choses, il y a bien sûr des composantes biologiques. Mais c'est pour ça que je partais du fait de dire que nous sommes tous aujourd'hui en lutte contre quelque forme d'addiction. Alors que chacun y mette des noms ou pas, mais c'est une lutte constante entre cette chair-là et l'esprit. J'ai bien aimé votre définition quand vous disiez addiction, c'est être esclave. Et la Bible nous parle de cet esclavage. Oui, c'est bien ce que tu me dis parce que j'ai la rédemption. Oui. Parce que la notion, finalement, si on parle de l'addiction et Jésus est notre rédempteur, c'est l'achat d'un esclave pour lui rendre la liberté. Ben voilà. La notion de la rédemption. Et je trouve que ça, c'est merveilleux de se dire que oui, on a été esclave ou on l'est. On l'est. Certains le sont encore. On l'est. Et qu'on a un rédempteur qui est venu payer à notre place. Voilà. Et qui nous rend libres. C'est ça. Et de dire que, on n'a pas parlé de péché, mais j'aurais quand même voulu faire le parallèle. Parce que rester addiction, je dis toujours, c'est un beau mot, je suis addict. Mais on doit pouvoir dire aussi, non, c'est un beau mot, c'est-à-dire, c'est propre en français. C'est bien dit. Mais j'aimerais aussi, si je veux trouver un parallèle dans la parole, et je suis pécheur parce que je suis esclave. Et je peux esclave de la nourriture. Et je peux esclave de la télé. Et je peux esclave des écrans. Donc, ne soyez asservis en rien. Voilà, relever cette dimension de péché et dire que ça passe. C'est pour ça que c'est très important pour moi de mettre le parallèle entre ce que vous dites qui est de l'ordre clinique et de ce que la Bible dit qui est de l'ordre spirituel. L'esclavage ne peut passer que par la confession. Je réalise que je suis esclave, c'est ce que la Bible dit. Je confesse mon péché, mon esclavage, je reconnais que je suis esclave et je me tourne vers Jésus pour être libre. Et là, on se rejoint complètement. Mais en fait, ça va tout à fait ensemble, hein, il n'y a pas de... Mais je me disais, il fallait quand même mais un point, poser ce parallèle. Moi, je trouve au contraire que dans nos milieux, et je trouve ça bien dommage, on n'explique pas assez souvent, justement, le processus aussi chimique qui se passe, d'où le fait que moi, j'ai cherché volontairement à accentuer un peu dessus, parce que dans les faits, on a beaucoup de gens qui sont avec nous, qui connaissent tout ça, mais qui sont encore aussi dans des addictions et qui, quand tu comprends que Dieu t'a créé avec un cerveau, c'est pas juste factuel, on a été créé comme ça, il a créé la dopamine, il a créé l'endorphine, il a créé ces circuits de récompense. Quand tu comprends qu'ils ont été créés, mais qu'ils ont été créés pour un but, moi je trouve d'autant plus que ça te donne d'autant plus de ressort dans ta foi aussi. Tu vois, ça va pas à l'opposé. Si tu ne le prends que dans un cas clinique, alors effectivement, tu en as d'autres, t'as des médecins, ils vont te dire, mais pourquoi tu luttes avec ça, c'est dommage. Ou ils vont te dire, mais passe à autre chose, prends une autre substance, prends autre chose pour simplement basculer pour que les effets négatifs de ton addiction, tu les ressentes plus parce que tu seras dépendant d'autre chose. Mais d'être conscient, je trouve que c'est très important aussi en tant que croyant de dire « Ok, il y a cette réalité-là » et de comprendre cette réalité. Tout à l'heure, je vous parlais d'un livre en off que je ne vais pas citer là parce qu'il est quand même très cru, mais où celui qui l'a écrit, c'était quand même très intéressant. Il faisait le constat que c'est particulièrement par rapport à l'addiction de la pornographie, il faisait le constat que c'est pas un chrétien, qui faisait le constat que beaucoup de jeunes ou beaucoup de personnes chrétiennes, ou en tout cas ayant la foi, rentraient dans son processus pour sortir de l'addiction et ils se rendaient compte que ça renforçait leur mécanisme que lui il appelle spirituel. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des cartes entre leurs mains, ils comprennent des choses. Comprendre, ça peut t'aider aussi à sortir.
Tu vois ce que je veux dire? Il y a les révélations qui sont sur le plan spirituel et qui sont justes. Ce que tu dis, c'est Bien sûr. 100%, je souscris à tout. Mais il y a ces réalités aussi qui sont physiologiques, Mais tu qui vois, t'aident, tu vois, Elle à arrive comprendre. quand même à la fin dans le mécanisme, dans ce qu'on appelle la thérapie, puisque on peut parler de thérapie. Elle arrive quand même à la fin à dire, mais c'est la lumière qui chasse les ténèbres. Mais C'est-à-dire, toujours. même s'il y a une compréhension des enjeux, Toujours. même si je suis conscient des enjeux qui me traversent, ça ne m'emmène pas finalement à la guérison. Mais tu as plein de Tu vois. non-chrétiens qui sortent d'une addiction. Ah, t'en as plein. Tu as plein de non-chrétiens qui peuvent sortir d'une addiction. Il y a aussi cette Réalité, réalité. là. Bah oui, Tout bien dépend sûr. de ce qu'on appelle. C'est pour ça qu'il va falloir. Je connais un particulièrement, il est décédé, il est parti au Bien ciel. sûr. Papa, Louis Wetzel, Oui. mari d'Emma. Il est décédé et est devenu chrétien sur le tard, mais il était profondément addict à l'alcool. Oui. Et il travaillait sur les chantiers, chef de chantier, il construisait le canal d'Alsace à l'époque. Et quand il circulait, quand ils avançaient avec les chantiers, le soir, ils étaient entre copains et il a fini alcoolique. Et un jour, il lui a dit, elle n'était pas chrétienne, Emma lui a dit, si vous connaissez Emma, la connaissent bien, elle avait du caractère, cette femme, hein. Elle a dit, tu t'arrêtes pas, je te quitte. Papa Louis Wetzel, il est allé dans un centre au bord de la mer, une première tentative de s'en sortir, de sevrage, et il s'en est sorti, ça a tenu pendant un temps, comme l'a dit Sophie si bien avant, et puis au bout de 6 mois, 1 an, il a rechuté. Il a fait une deuxième fois, et là c'était fini. Et c'est que des années plus tard qu'il s'est converti. Et je me rappelle du jour où il m'a invité chez lui, avec mes parents à l'époque encore, et il nous a ouvert il nous a fait un bon petit plat, enfin, elle a fait un bon plat, et lui a ouvert une bonne bouteille de vin. Et je me suis dit, mais non, on fait pas ça. Enfin, il m'a servi un très bon vin, et lui n'a pas touché de vin. Et à la fin, il y avait le petit minster du jour, la faisselle du jour, avec un peu de crème fraîche, alléluia pour la crème fraîche, et puis un peu de lichette, une lichette de kirsch. Et lui, c'est lui qui a fait le kirsch. Je dis, mais comment t'as fait? Lorsqu'il faisait le schnapps, l'eau de vie, lui, il chargeait des fruits, il mesurait tout, mais c'est Emma qui goûtait. Et lui n'a plus jamais goûté une goutte. Mais il est vrai qu'il est sorti de l'addiction bien longtemps avant d'être chrétien. Le sevrage ne veut pas dire la liberté. Et elle a précisé tout à l'heure. Excuse-moi, il était libre. Mais il y en a plein. Ah, Le sevrage, et elle a dit, je me permets. Mais je me permets aussi de te dire. Elle dit le sevrage, c'est-à-dire il y a des personnes qui pendant longtemps ne touchent pas à l'alcool, Oui. mais si la Bible me dit que la vraie liberté est en Jésus, Mais je vois pas pourquoi reste c'est là. antithétique, tu vois. Mais oui, je comprends je pas. pense que Non, mais tu as l'impression d'opposer les choses, mais je te dis qu'il était libre. Il était libre. mais j'entends, c'est un bon exemple, je ne le remets pas en question. Pourtant, mais j'aurais du après, mal il a à dire devenu aujourd'hui, frère, tu comme vois. tu l'as dit, que mais j'entends, je ne remets pas en question cette histoire. Je suis juste en train de... Et c'est pour cela que c'est difficile pour moi de faire le parallèle entre ce que vous êtes en train d'expliquer à juste titre et moi aussi, on se tient là déjà aussi en tant que serviteur de Dieu, en s'appuyant sur quoi? Elle a le droit, madame, excusez-moi, Sophie, s'appuyer sur ses connaissances scientifiques. Je ne les ai pas et je les respecte. Et pour avoir été éduque, j'accompagne encore des personnes dans des comportements addictifs. Mais moi, je ne peux m'appuyer aujourd'hui en tant que serviteur de Dieu que sur une parole qui me dit que pour qu'un homme soit libre, vous connaîtrez la vérité et celle-là vous rendra libre. Sans la catégoriser ou on va sans discrètement arriver vers la fin. l'essentialiser, Moi, je vois le Ça timing. va tourner en rond, là. bien sûr. Oui, Thibaut, et puis je te c'est laisse le vraiment- mot aussi. Et c'est vraiment pas en opposition. Pas comme, du tout. Bien sûr. Pas du tout. C'est, tu vois, on a besoin de dépendre de Dieu. On a été créé pour dépendre. Oui. Hein. Mais comme disait Baudelaire d'ailleurs, on a trouvé la mauvaise voie. L'homme est en quête de Dieu et puis il a trouvé de mauvaises voies. Ben, Baudelaire, lui, on sait, hein, il consommait beaucoup de produits, mais il avait la notion que les vices, entre guillemets, c'est parce qu'on cherche Dieu à travers des mauvaises voies. Et savoir que notre vide et notre manque de Dieu
Ben, si on savait s'approcher et découvrir l'Évangile, bien évidemment, ça serait plus simple. Et le monde, aujourd'hui, moi, je trouve que quand même, il y a de plus en plus de gens qui s'approchent de l'Évangile parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont une conscience de leur vie d'intérieur. Bien sûr. C'est sûr. Alors, il y en a qui vont vers des produits, il y en a qui vont vers des comportements, mais il y en a d'autres qui vont vers l'Évangile. Et c'est quand même, Amen. et c'est pour la liberté, effectivement. C'est pour la liberté qu'il nous a franchie et qu'on doit rester ferme. Hein, il est dit demeurer ferme afin que de ne pas se mettre à nouveau sous le joug de l'esclavage. Bah oui, on peut retourner dans notre esclavage si on ne reste pas ferme dans notre position de ça, d'être libre en lui. Amen. Donc oui, il y a le combat entre la chair et l'esprit, mais Christ nous a rendus libres et il faut garder cette liberté. Amen. Amen. Thibaut, le mot de la fin, tu voulais dire quelque Amen. chose? Ouais, bah en tout cas, je pense que ce qui est important, c'est aussi de comprendre que globalement, on est tous esclaves du péché, C'est juste. mais que ça ne veut pas dire que dans certains domaines, on ne peut pas être libre de certaines choses et tout ça. Et je pense que c'est important, encore une fois, de voir qu'on est tous tentés par différentes choses. Mais ce qu'il faut, c'est qu'effectivement, on s'appuie sur Jésus et que c'est lui qui nous rend libres. Amen. Tout à fait. Claude, ton terrain glissant, tu es le dernier qui n'a pas dit, il a parlé de la nourriture. Le café. Le café. Ah. Fais pas genre. Il fait genre. Bonne addition aussi. Dis, douceur. dis, caféine. douceur. Il Faut faut dire, dire tout. il faut tout dire. Ah, tu vois comme il joue. On est Claude, c'est Tu vois, rejoint. Ah, mais il envoie d'accord tout le avec monde toi. et Ça en après, fait, ça en fait partie. Ça en fait partie. après il dit le café. C'est le café. Et mon épouse. Alléluia. Ah. On va terminer par la prière. Ça, Félix. Thibaut, si tu veux bien prier. Amen. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci parce que tu te soucies de nos vies. Tu sais tout de nous et tu vois, Seigneur, les luttes, les combats, tu vois la prison dans laquelle beaucoup sont. Prison du péché, la prison de différentes sortes et formes d'addiction. Seigneur, tu vois, Seigneur Jésus, ce qui se passe en chacun parmi nous, parmi ceux qui regardent. Seigneur, vraiment, permets-nous, Seigneur Jésus, de mettre les choses à la lumière, d'être vrai, de reconnaître nos fragilités, nos faiblesses, mais de croire que tu es celui qui a vaincu à la croix, Seigneur Jésus, pour que nous puissions être libres et réellement libres. Et je prie vraiment que tu permettes à chacun de mes bien-aimés, Seigneur Jésus, vraiment d'être vrai, mais d'être radical, Seigneur Jésus, comme ta parole nous l'enseigne. Seigneur, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la, comme Sophie nous l'a rappelé. Donne-nous d'être radical, de ne pas jouer, mais de nous laisser aider, accompagner. Seigneur Jésus, vraiment, nous avons besoin d'aide, nous avons besoin de ne pas rester seuls face à nos combats et à nos luttes. Merci pour ta grâce. Merci de pourvoir à chacun, Seigneur, à tous les outils dont nous avons besoin pour être libres, pour être libérés et pour demeurer libres. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Sophie, un grand merci à toi pour ton temps, pour tout ton partage d'expérience aussi. Merci beaucoup, c'est extrêmement édifiant. Merci à chacun d'entre vous, les amis, Avec plaisir. pour les différents points de vue. Ouais. Et chers amis, que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous dans 2 semaines. Prenez le temps d'écouter l'émission. Partagez-vous aussi ce que vous pensez. Et puis, que Dieu vous bénisse et vous aide dans tous vos défis. Il a la victoire. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.